Bonjour Loïc, Eh bien, bonjour Samir. comment vas-tu? Depuis la dernière fois, ça va très bien. Bon. Les épreuves sont passées, donc voilà, maintenant on va faire un petit débrief. C'est ça, on va débriefer un petit peu les différentes épreuves qui sont tombées. L'objectif, c'est pas de Mhm. faire l'analyse forcément de tous les sujets, mais de dresser un petit bilan post-écrit et pour aussi rassurer éventuellement les étudiants qui sont dans l'attente des résultats d'admissibilité. On a eu 4 sujets cette année. Alors, c'est des sujets qui, alors je sais pas la sensation de tes étudiants, mais qui a priori paraissaient assez corsés. Évidemment, c'est assez mitigé. Je dirais que les meilleurs ont apprécié la technicité des sujets. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui redoutent un chapitre complexe qu'est celui de la mondialisation financière, les questions monétaires. Et là, évidemment, des sujets, dont un qui était quand même un petit peu surprenant aussi, qui n'était pas sur la monnaie, mais On qui en était parlera. pour autant très surprenant. Super. Alors, si on commence par Écricom, par exemple, qui Mhm. sont pas... voilà, c'est une banque d'épreuves qui peut paraître plus facile, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Et on le voit ces dernières années sur la banque Écricom, on a des sujets qui sont pas si simples que ça. Là, on avait 2 sujets qui étaient proposés. On a fait, pour avoir fait un sondage chez Mission Prépa, on a vu qu'il y avait à peu près 65% des étudiants qui ont pris le premier sujet. Donc, je rappelle l'intitulé, c'était « Dans une large perspective historique, vous vous interrogez sur le rôle des banques centrales dans les économies développées ». Et l'autre Mhm. sujet qui était qu'est-ce qu'un bon SMI? Déjà, voilà, peut-être ton analyse sur ce choix, plutôt sur le premier sujet. Alors, je dirais que ceux qui connaissaient bien leur cours avaient tendance peut-être à partir sur le premier sujet, parce qu'il est à la fois historique, même si pour les retours que j'en ai, le côté large perspective historique pouvait faire peur, parce qu'il y a quand même une connaissance peut-être un peu moins précise sur le système monétaire au 19e siècle, il faut être réaliste. L'entre-deux-guerres qui est compliqué à traiter également. Par contre, la période plus contemporaine ne leur pose pas trop de difficultés. Mais je dirais qu'appréhender ce sujet-là paraissait peut-être plus simple pour les étudiants. Le deuxième, système monétaire international, même si on a une définition qui peut être assez précise, là aussi il y a beaucoup de techniques et le côté qu'est-ce qu'un bon SMI paraissait un peu unilatéral et il fallait faire ressortir une problématique. Il y a un débat autour de cela, donc moi je le trouve pertinent le deuxième. J'ai beaucoup d'étudiants moi qui ont pris le deuxième parce que c'est une thématique qu'on a plus spécifiquement travaillée, et beaucoup qui ont eu peur aussi du premier par rapport justement à la typologie du plan, notamment trop historique ou pas. Comme quoi, et moi c'est vrai que si je me mettais à la place des étudiants, je pense qu'il y a 4-5 ans, j'aurais choisi le deuxième aussi. Parce que il me paraissait, alors bien qu'il soit plus dialectique directement, il nous Oui, pose la ouais. question, une question qui paraît pas évidente. Et le deuxième, le fait d'avoir beaucoup de mots aussi, ça peut rassurer. Donc en tout cas, on a 2 sujets qui sont pas si simples que ça. Si on commence peut-être avec le premier sujet qui a rassuré, est-ce que le risque dans un sujet comme ça, c'est pas de s'engouffrer dans de l'historique et en oubliant la dimension économique de SH? Oui, c'est le risque. En fait, il faut essayer. Alors, c'est un gros travail au brouillon, évidemment. Il y a ceux qui ont, je pense, qui se sont réfugiés derrière un plan historique qui était peut-être le plus simple, hein, celui qu'on voit un petit peu partout fleurir. Pour autant, il y a peut-être possibilité de faire un plan plus problématisé en partant des missions, du rôle premier des banques centrales. Alors on parle du monopole de l'émission de monnaie, on parle de tout un tas de facteurs qu'on connaît, le financement de l'économie, donc ça permettait de faire référence à la première année, le financement de l'économie mondiale. Et puis évidemment hein, la stabilité des changes. Donc le rôle des banques centrales, j'allais dire, il est presque immuable et intemporel. Donc sur cet axe-là, déjà, on pouvait partir en disant que finalement, au fil des décennies, il a peu évolué, ou en tout cas, il reste sur ses fondamentaux. Pour autant, et peut-être que là, il y avait effectivement réflexion à avoir sur la nécessaire adaptation des banques centrales, alors que ce soit aux différentes crises, on pourra en parler, mais dès le 19e siècle déjà, hein, avec les coups de canif dans le Pilacte, et puis plus après au 20e avec l'échec de la conférence de Gênes, et puis évidemment Bretton Woods, et puis ces failles également. Donc peut-être, je dirais, si on veut problématiser le sujet, hein, c'était la partie la plus technique, se dire qu'il y a des attendus, et voilà ce qu'une banque centrale fait, a toujours fait et fait encore. Pour autant, l'adaptation des banques centrales, et on le voit aujourd'hui, nécessite peut-être un nouveau paradigme, et ça serait une troisième partie. C'est super intéressant parce que
le fait de dialectiser d'entrer le sujet, c'est une façon, parce que pour moi, le piège dans le sujet, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que la partie assez descriptive du rôle, ça peut nous enfermer vers un plan exposé, ou en tout cas expliquer le rôle sans comprendre pourquoi le sujet a été posé, et notamment les subtilités du sujet et les tensions. Et la tension, c'est que finalement, le rôle des banques centrales a évolué au cours du temps, au rythme des crises. Il y a peut-être un apprentissage aussi des banques centrales dans leur rôle. Et c'était peut-être la difficulté. C'est pour ça que, je pense, en tout cas, ça paraissait plus simple, mais sans dialectiser, sans creuser le sujet, sans creuser la thématique, ça aurait pu... Voilà, il y a peut-être des risques à prendre ce sujet-là. De ton point de vue, c'est quoi les grands écueils à ne pas commettre sur un sujet comme ça? Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as tout à fait raison. L'une des premières questions à se poser, c'est pourquoi ils mettent ce sujet-là. Ils n'attendent pas un plan historique, ils n'attendent pas qu'on prenne le manuel et puis qu'on le récite 2-1, 2-2, 2-3. C'est vraiment qu'il y a un problème. Et on le voit, l'écueil ici, c'est d'être capable de soulever l'évolution du rôle et de se dire... on vit une période très particulière là, au niveau du rôle des banques centrales. Le concepteur de sujet veut m'y amener. Il veut m'amener au fait que finalement, que ce soit ce qu'on appelle la forward guidance, les mesures dites non conventionnelles, ce qu'on appelle le quantitative easing ou les OMT par exemple, et plus largement aujourd'hui, le fait que les banques centrales font face aux crises, aux dettes, la crise des dettes, crise Covid, etc. On voit bien que quand je regarde ce sujet-là, je me dis le concepteur veut m'y amener et montrer que finalement, les banques centrales ne sont plus des simples émettrices de monnaie banque centrale. Elles ont un rôle beaucoup plus important aujourd'hui dans la régulation économique et j'allais dire la stabilisation macroéconomique. Voilà. Donc, si on perçoit ça dès le départ, évidemment, on échappe tout de suite à un plan transhistorique, quoi. C'est ça. Et pour donner un petit peu d'éléments aux deuxième années qui auraient envie d'avoir aussi des indices sur ce qu'ils ont fait, sur leurs prestations, sans forcément donner un plan type, parce que c'est pas l'objectif non plus de cette vidéo. Il y a des plans, une infinité de plans possibles, évidemment, dans les sujets, mais quelques références peut-être sur ce type de thème, parce que finalement, la dimension historique, on la trouve assez vite, ou en tout cas, le découpage, on peut le trouver assez vite, sur des références ou sur de la théorie, et du coup, mobiliser le E de ESH. Est-ce que tu as des idées ou des propositions? À mon sens, il faut peut-être partir du Currency Principle, par exemple, et du Peel Act, et donc montrer que... Alors, évidemment, en introduction, peut-être faire référence au Palm Struchers, à Palm Struch, qui a créé la première banque centrale avec la Banque de Suède, et donc Stockholm au départ, puis Banque de Suède. Donc, peut-être faire ce type de référence-là. Ensuite, donc, Currency Principle, ça me semble être essentiel, en montrant que on est quand même dans une logique d'un point de vue économique qu'on appellerait aujourd'hui monétariste. Ça nécessite de mobiliser l'équation quantitative de la monnaie de Fisher. Donc, avec cette idée que la masse monétaire, en fait, elle doit suivre l'économie réelle sous peine de voir l'inflation dériver. Donc, ça, c'est, à mon sens, un point d'acuité important pour comprendre le rôle des banques centrales et ce sur quoi elles travaillent. Donc ça... que ce soit au 19e siècle ou au 20e siècle, on voit bien que la Currency School, finalement, continue à faire des émules. On peut mobiliser, évidemment, la règle de Taylor, donc avec l'écart avec la croissance potentielle et puis la mesure de l'inflation également. Et puis, dans le reste, évidemment, je pense que sur la période des 30 Glorieuses, montrer que le système de Bretton Woods et le rôle des banques centrales pendant le système de Bretton Woods a été d'alimenter, de garantir les réserves de change internationales. Et là, évidemment, il faudra mobiliser le dilemme de Triffin, de mon point de vue, pour montrer que l'excès de monnaie, l'excès de financement, notamment des dettes et de la dette américaine, peut poser un problème, j'allais dire, fondamental. Voilà, pour quelques pistes, mais il y en a tellement sur ce sujet-là. Quelqu'un qui maîtrise la monnaie et qui maîtrise les banques centrales, je pense qu'il peut se faire plaisir sur un sujet comme celui-là. Et c'est important de le préciser, c'est pas une liste exhaustive et on peut s'amuser sur un sujet comme ça. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a des points de confrontation entre les auteurs qui peuvent être mobilisés et c'est un sujet traitable avec le logiciel économique aussi. Et pour rebondir peut-être tout de suite sur le second sujet, qu'est-ce qu'un bon SMI ?
Là, en tout cas, le domaine économique est plus clair, ou en tout cas, la question porte avec ce point d'interrogation de qu'est-ce qu'un bon SMI, paraît plus clair. Et très vite, peut-être que les étudiants ont envie de choisir ce qu'est un bon SMI. Ce serait quoi les risques ici de directement se lancer dans le catalogue? Alors, un bon SMI, c'est ça. Est-ce que ça peut pas être risqué, justement? Alors oui, c'est assez risqué. Je pense qu'il faut malgré tout bien travailler au brouillon et revenir sur les fondamentaux, à quoi ça sert. Et si on reprend le programme de première année et le programme de deuxième année, on voit quand même qu'un système monétaire international, il doit garantir certaines choses. Que ce soit le financement de l'économie mondiale, que ce soit la stabilité, que ce soit l'insertion de tous dans l'échange international par justement une bonne lisibilité sur les taux de change. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut absolument avoir malgré tout un peu listé au brouillon pour relever ensuite des arguments clés. Le risque, effectivement, sinon, c'est de tomber dans le catalogue, un catalogue d'auteurs, un catalogue de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et d'écueils aussi, même si là aussi, il y a pléthore de problématiques qu'on a pu rencontrer au cours des différents systèmes monétaires internationaux. Donc un sujet qui est peut-être plus concis, qui peut faire plus peur, mais qui finalement qui est néanmoins traitable. Comment est-ce que tu aborderais ce sujet, et dans la réflexion au brouillon, quels sont les grands points d'analyse sur un sujet comme ça? Alors peut-être déjà avoir une bonne connaissance des systèmes monétaires dans le temps, dans l'histoire économique. Ensuite, relever les problématiques qui ont été soulevées, que ce soit la problématique de l'or. On a parlé tout à l'heure du PILACT, effectivement, l'insuffisance de l'or pour financer notamment la deuxième révolution industrielle. Le fait qu'on ait besoin d'un hégémone, que ce soit la livre sterling au 19e, ou ensuite le dollar. Donc une fois qu'on a relevé ces différents éléments, alors peut-être s'emparer... Je sais que c'est toujours difficile, mais il y a une forme d'idéal type qui a été délivrée par certains auteurs. Alors je pense à Mistral. Alors Mistral, lui, nous dit, c'est très simple, un bon système monétaire international, il se doit d'être efficace. Et l'efficacité, c'est garantir la croissance, évidemment. Il doit également être équitable, permettre une bonne insertion de tous dans l'échange international. Et à ce titre-là, on doit être sur des taux de change vrais, par exemple. Et puis, on va dire qu'au-delà de ça, il doit permettre une allocation optimale des ressources. Alors là, on peut mobiliser Lucas. Est-ce que les capitaux vont au bon endroit, par exemple? Et un bon système monétaire international, c'est ça, évidemment. Le point, peut-être l'un des points clés, c'est aussi qu'il doit garantir une certaine stabilité. Et si on fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation financière, il faut que les acteurs aient une bonne lecture en fait, de l'avenir. Et la stabilité, c'est évidemment un élément clé. Donc un bon système monétaire international, ça serait ça. Ça serait l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut connecter à, j'allais dire, des arguments clés. Et peut-être ensuite seulement montrer ce qu'il n'a pas été et ce qu'il n'est pas encore. Et là, on va relever effectivement les différentes crises pour montrer que avoir une monnaie clé, c'est central, mais c'est peut-être parfois pas suffisant, ou en tout cas, on en a des excès. On connaît le doux privilège ou le privilège exorbitant du dollar. Donc là aussi, il y a beaucoup de références qu'on pourra mobiliser. Et peut-être, à mon sens aussi, s'interroger, je pense que ça a été fait en cours pour tous, s'interroger sur ce qu'il devrait être demain, ce qu'il doit être demain. Alors, système unipolaire, multipolaire. On parle aussi évidemment des crypto-monnaies, des monnaies numériques surtout, et puis des DTS. Je pense qu'on ne peut pas finir un devoir sans parler ce devoir-là des droits de tirage spéciaux comme support du système monétaire international pour éviter en fait l'aspect multipolaire. Voilà. Pour quelques aspects. Oui, alors on voit bien du coup que là, d'un point de vue théorique, on est servi. Le risque dans ce sujet, et finalement... c'est un peu le calque de la question précédente, c'est d'oublier le H et de se dire, finalement, on va parler de qu'est-ce qu'un bon SMI aujourd'hui, sans oublier la dimension historique et ce que nous apprend l'histoire. Exactement. Et la nécessaire contextualisation, parce que un bon système, c'est aussi le système qui est adapté au contexte et qui repose éventuellement sur la coopération, qui est aussi très importante, parce qu'un système n'est pas fait
avec un seul pays, mais c'est une coopération d'États. Et on voit aussi que le passage d'un système à un autre, c'est souvent lié à un manque de coopération ou des attitudes non coopératives. Et donc cette dimension historique, c'est aussi nécessaire et essentiel. C'est central, je dirais que Bretton Woods, c'est ça en fait. Hein, on se rend compte qu'il faut coopérer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On voit aujourd'hui les difficultés aussi au niveau européen. On n'est pas une zone monétaire optimale, donc il va falloir coopérer. On pourra rebondir là-dessus tout à l'heure au niveau de l'inflation. Évidemment, un bon système monétaire international, c'est celui auquel on adhère tous. Et pour y adhérer, il faut un bon support en fait. Hein. Et ce support, c'est souvent une monnaie. Ça a été l'or auparavant. On peut aussi mobiliser évidemment Keynes et le Bancor, parce que certains préconisent justement une monnaie supranationale aujourd'hui, le retour à l'or, enfin, toutes les hypothèses sont permises. Le but, et tu parlais de coopération, c'est très important, c'est d'éviter de tomber dans la guerre des monnaies. Donc un bon système monétaire, c'est ça. Qui est le grand risque et qui fait écho à de nombreux sujets et éventuellement qu'on attendait aussi cette année sur la question des problèmes. En parlant de ça, le sujet qui a fait peur, et comme ça on désamorce tout de suite et on saute de cran, le sujet HEC. Sur la décroissance, alors pour donner un petit peu de contexte, le sujet était la décroissance peut-elle être compatible avec l'État-providence ? La difficulté, et tu me diras ce que tu en penses, mais c'est que le concept même de décroissance n'était pas si clair que ça, et bon, certains disaient que c'était hors programme, ou en tout cas ça frisait, n'étant pas un concept purement économique, le hors programme, et cette notion d'État-providence qui est également extrêmement large. Et donc finalement les étudiants, et là, de manière frontale, devaient problématiser le sujet et devaient se détacher de leur cours. Et c'était peut-être la plus grande difficulté, à mon sens, sur un sujet comme ça. Est-ce que il te paraissait difficile aussi ? Est-ce que tu as la même vision du sujet ? Et voilà, quels sont les grands risques sur un sujet comme ça ? Alors, il me paraît très difficile pour une bonne et simple raison au départ, c'est que c'est un sujet éminemment politique. Donc, il fallait faire un gros travail en introduction pour cadrer le sujet. À mon sens, bien distinguer décroissance et stagnation séculaire. Dans la définition des termes, c'était le plus important parce que même si on peut en parler après, des techno-optimistes, etc., dire on va peut-être dépasser cette logique de décroissance par du progrès. On parle de transition énergétique aujourd'hui. Ceci étant, c'est vrai que là, si on ne fait pas ce distinguo-là dès l'introduction, on ne fait pas la distinction entre quelque chose qui est mécanique, en fait, qui est la stagnation séculaire, et la décroissance, qui est une forme de planification. Et là, on est dans de la planification écologique, dans le fait de réduire notre empreinte carbone, en fait, et donc de planifier cette réduction en baissant la croissance économique et en baissant notre niveau de consommation. Alors, une fois qu'on a relevé ça, on se dit, il n'y a qu'une seule voie possible, en fait, c'est que la décroissance est inéluctable. Et le problème, c'est que nos États-providence souffrent d'un problème de financement. On connaît les 3 crises de l'État-providence de Rosan-Vallon. Et là, on est bloqué. Donc, il va falloir subtilement travailler au brouillon pour ne pas heurter le correcteur, parce que comme c'est un sujet politique et qu'on a affaire à des étudiants qui vont devoir inventer l'avenir, donc nous proposer des solutions, évidemment, le risque, c'est de tomber dans la pétition des marchands de chandelles en disant retour à la bougie et puis et donc pas de solution autre que ça alternative. Donc mais je pourrais aller plus loin un petit peu. Mais c'est vrai que le distinguo, et même plus largement le distinguo entre décroissance et récession, en fait, oui, est importante au brouillon, et c'est peut-être la subtilité des termes aussi qui était nécessaire dans un sujet comme ça. La question de la compatibilité qui finalement était au cœur, parce qu'au-delà des deux concepts, il fallait les rassembler. La compatibilité, ça fait intervenir aussi beaucoup d'éléments. On a parlé du financement, mais on peut parler aussi de la dette et de ses conséquences. Comment faire lorsqu'on est face à un sujet, et je prends ce sujet comme prétexte, mais quand on est face à un sujet comme ça, qui mobilise deux concepts qui sont, et même d'un point de vue chronologique dans le programme, l'un intervient plutôt en première année, l'autre en fin de deuxième année. Comment faire au brouillon pour essayer d'ouvrir ses chakras et de se dire je ne vais pas être attaché à mon cours, mais je vais essayer de problématiser et déceler le problème. Alors, la première chose, de mon point de vue, c'est de ne pas traiter l'un sans l'autre. En tout cas, il faut absolument traiter les deux
de façon quasi simultanée, même si on peut les isoler après dans le développement de façon, j'allais dire, temporaire. Bien sûr. Il faut surtout ne pas négliger l'un et l'autre. Donc ça, c'est la première chose, c'est le « et » qui est important. Ensuite, on va raisonner sur la situation actuelle et se dire que finalement, la croissance a été nécessaire, elle reste nécessaire et que les deux semblent a priori incompatibles. Et ça, on pourra le valider sur une partie, par exemple, en disant que a priori les deux sont incompatibles, qu'on a besoin de croissance. J'en parlais avec un étudiant tout à l'heure, et effectivement, j'ai plus son nom en tête, mais c'est le président de la Banque publique d'investissement, qui évoquait cela en disant que de toute façon, cette question-là ne se posait pas parce que demain, on va avoir besoin de l'État-providence toujours plus, et la croissance, c'est le seul levier pour financer cet État-providence, notamment avec les dettes qu'on a. Donc, dire que c'est incompatible, à mon sens, c'est le point de départ. Pour autant, on va devoir les concilier. Donc, là, on va jouer sur les deux aspects. Comment accompagner la décroissance? Et là, on a pas mal, finalement, en réfléchissant. Certains étudiants m'ont dit « Ah, j'y ai pas pensé », d'autres m'ont dit tout de suite. Bon, c'est la décroissance conviviale, des auteurs comme Serge Latouche, mais c'est aussi le modèle de Solow, en fait. Et la règle d'or du modèle de Solow. Comment se dire que, en désaccumulant, on peut peut-être augmenter le niveau de consommation individuelle avec moins de capital par tête. Donc ça, c'est une décroissance un peu positive. C'est presque ce qu'on est en train de faire avec la transition énergétique, c'est-à-dire on ferme des usines à charbon, théoriquement, je sais qu'on en ouvre ailleurs, mais on ferme des usines à charbon pour aller rechercher des énergies nouvelles, moins consommatrices. Donc d'une certaine façon, la réduction de notre empreinte carbone, elle est là aussi. Et puis raisonner sur le deuxième axe aussi, l'État-providence, trouver d'autres leviers de financement, mais surtout aller rechercher l'efficacité dans l'État-providence. C'est marrant de voir que finalement l'État-providence, qui, on peut le voir dans une incompatibilité totale, finalement, il peut être avant-gardiste et c'est peut-être à l'État-providence de planifier cette décroissance. Et c'est peut-être la fin du sujet, c'est de se dire que finalement, ce serait peut-être à l'État-providence lui-même de s'adapter à prévoir en fait les étapes de la décroissance, parce que décroître, on décroît, mais surtout, est-ce qu'on décroît surtout et comment ça se passe? Est-ce qu'on décroît de tel pourcent? Enfin, il y a une question, il y a une question aussi sur les deux pans. D'un côté, on a cet État-providence ou des apports théoriques classiques comme la courbe de Kuznets des inégalités, par exemple. La croissance, on voit bien que la fonction entre la croissance et les inégalités est en cloche, et que finalement, avec cette question du financement, cette question de la dette et éventuellement d'autres questions annexes, on a une incompatibilité a priori, mais qui derrière nous laisse penser à un sujet qui peut être ouvert et positivement. C'est-à-dire que, est-ce que dans un sujet comme ça, il faudrait être pessimiste ou à l'inverse, nécessairement, ça nous invite à réfléchir aux solutions. Parce que, et c'est ce que je pense et je considère comme primordial dans ce sujet, tu me diras ce que tu en penses, c'est de se dire que un sujet comme ça nous invite évidemment à réfléchir aux solutions. C'est un peu comme le cas aussi du bon SMI. On ne doit pas se contenter d'un deux parties avec deux parties dans un sujet comme ça me paraît assez difficile. Incompatibilité, compatibilité, bon... c'est peut-être laisser les correcteurs sur leur faim. Qu'est-ce que tu en penses à ce sujet? Alors, oui, effectivement, je suis en plein accord avec toi. Souvent, je précise aux étudiants qu'ils vont construire le monde de demain. Donc, évidemment, celui qui va porter la décroissance comme quelque chose de dramatique, quelle est l'utilité dans une école de management, dans une école de commerce, quel avenir il va porter? On l'a vu avec quelques événements récents dans certaines écoles et certains discours. Il est important que la jeunesse soit porteuse d'avenir et d'espérance. Et là où je te rejoins complètement, c'est que c'est souvent dans la troisième partie, quel nouveau paradigme, comment concilier les deux. Et je trouve ton approche très intéressante de dire que la solution, elle est peut-être par l'État-providence. Pour certains, ça va être le revenu universel. Est-ce que c'est la solution? À voir. Raisonner l'État-providence autrement, réfléchir plutôt qu'à la croissance au bien-être collectif. Et à ce titre-là, c'est Paul Ariès, alors je crois que c'est en 2010, qui évoquait, et ça me semble bien résumer cette troisième partie et cette perspective en fait plutôt heureuse qu'il va falloir porter. Ariès qui nous dit que plutôt que de réfléchir à la décroissance comme quelque chose de négatif, de se dire comment, avec un gâteau qui rétrécit, faire en sorte qu'on soit plus heureux collectivement, c'est pas simple. Lui nous dit, certes, il va falloir partager autrement, ça c'est une nécessité,
Pour autant, il faut aussi peut-être changer la recette du gâteau. C'est-à-dire que nous sommes tous focus en fait sur la croissance, parce que la croissance, c'est le salaire, c'est la consommation, etc. C'est l'emploi, évidemment. Et pour autant, peut-être qu'en redéfinissant en fait ce paradigme-là, en allant rechercher une croissance plus protectrice de l'environnement, là évidemment on ouvre des voies, toutes les voies sont ouvertes. Alors c'est ce que Latouche appelle la décroissance conviviale ou sereine. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut ouvrir. Ça fait une belle troisième partie. Ah bah oui, c'est une touche d'optimisme, pour terminer ce sujet. Après avoir passé CRICOM et pour la plupart avoir traité sur le rôle des banques centrales dans une large perspective historique, on le retrouve à l'ESCP. Et donc là, évidemment, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a un risque d'avoir des sujets proches, parce que évidemment qu'il y a des spécificités à chacun des sujets. Alors je vais rappeler quand même la formulation, c'est le premier objectif de la Banque centrale et d'assurer la stabilité des prix, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors c'est une question, ou en tout cas c'est un sujet à citation. Beaucoup de questions, mais déjà sur alors je ne sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas le fait d'avoir deux sujets comme ça, un puis l'autre, sur le même thème a priori, est-ce que c'est pas dangereux, ou en tout cas pour les étudiants? Alors c'est extrêmement dangereux, parce que la tentation est forte de mobiliser des connaissances, voire même qu'on a mobilisé si on a choisi le sujet sur les SMI. Ça peut être aussi une facilité. De dériver sur les banques centrales. Alors en plus, certains étudiants vont regarder les corrigés éventuellement qui sortent, ou discuter avec d'autres et penser à de nouvelles choses et se sentir presque contraint de les mobiliser. Donc ça, c'est le piège. Là, on a une citation, il faut être focus dessus, bien réfléchir à l'inflation. Je dirais qu'il y a un piège également dans ce sujet-là, c'est se dire il y a autre chose. Et là, c'est un piège dans lequel tombent souvent les étudiants, ceux qui ont un peu plus de difficultés sur les raisonnements un peu macroéconomiques ou micro. C'est se dire, bon, certes, l'inflation, c'est l'objectif central, mais il y en a d'autres. Il faut évidemment parler des autres objectifs, mais qui sont des objectifs sous-jacents, en fait, qui accompagnent la question de l'inflation, ou plutôt dire que derrière l'inflation, il y a d'autres objectifs plus globaux. On les connaît, c'est la stabilité macroéconomique, quoi, globalement. Voilà. Et c'est notamment l'objectif de la Fed et des autres banques centrales. Parce que justement, c'est une question aussi importante. C'est que là, le sujet, après avoir cité ce sujet, on voit bien que c'est tiré du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc, il y a cette fameuse question de est-ce que notre raisonnement, nos exemples doivent porter uniquement sur l'Europe ou pas. Et c'est un enjeu parce qu'évidemment, quand l'Europe et l'objectif de la BCE est différent des autres banques centrales. Donc, alors, c'était quoi la bonne stratégie à mener face à ce sujet? Alors, là, effectivement, il y a eu un peu tous les choix. Beaucoup d'étudiants se sont tenus à la Banque centrale européenne. D'autres ont dit non, j'ai vu toutes les banques centrales. La première chose, c'est de bien définir son choix en introduction. Ce qui prime, c'est la citation, effectivement, mais on ne néglige pas non plus que c'est dans le TFUE, donc c'est un objectif plus peut-être spécifique à la Banque centrale européenne. Donc à mon sens, la Banque centrale européenne doit être le fil rouge, le fil conducteur du développement. Pour autant, évidemment qu'il faut comparer aux autres banques centrales, et ça ne viendra qu'appuyer d'une certaine façon ce focus que fait la Banque centrale sur ce qu'on appelle target inflation à 2%, pour montrer qu'il y a peut-être d'autres alternatives, que l'inflation n'est pas la même ou n'a pas les mêmes causes partout. Et donc finalement la politique des banques centrales se doit cette politique d'être ajustée à l'appréciation qu'elles ont de la nature de cette inflation. Est-ce qu'on est sur une inflation sous-jacente, conjoncturelle? Bref, tout ce qu'ils connaissent, théoriquement, on finit un peu l'année par ça, par les politiques économiques et la question de l'inflation. Donc, à mon sens, une introduction béton pour justifier le choix. Et puis ensuite, on est sur la Banque centrale européenne en fil rouge, en fil conducteur, mais évidemment qu'on parle aussi des autres banques centrales sans développer non plus outre mesure une spécificité liée à... Mais c'est vrai que comparer BCE et Fed, que ce soit dans les statuts ou dans le rôle de la stabilisation financière, qui est un rôle majeur, ou de la lutte contre le chômage, un rôle majeur d'accompagnement de la politique économique de la Fed, ça nécessite quand même de le démontrer et de montrer que finalement, il n'y a pas que l'inflation.
Et pour rebondir sur l'inflation, parce que le sujet, et c'est peut-être la subtilité aussi du sujet, c'était la stabilité des prix. Donc on a le gros chapitre sur l'inflation parmi les déséquilibres économiques qu'on voit en deuxième année. Mais là, le sujet, c'est la stabilité des prix. Et donc il fallait voir l'envers aussi, ce qui est la déflation et le risque déflationniste, le spectre déflationniste à partir notamment de la fin du 20e. Est-ce que c'était pas risqué de se dire, voilà, stabilité des prix égale inflation, et d'oublier aussi que le sujet est précis et que le sujet n'est pas uniquement, on focus 2% d'inflation, etc. Oui, alors là, c'est tout à fait le problème, je dirais, sur la mesure de l'efficacité de la politique monétaire. C'est qu'on a par exemple longtemps pensé qu'on était dans une forme de stagnation séculaire, les vents contraires nous amenaient à une disparition de l'inflation. On connaît la théorie monétaire moderne qui considérait que de toute façon les taux d'intérêt resteraient durablement bas. On voit que ce n'est pas le cas, alors que ce soit conjoncturel lié à la situation post-Covid ou autre, ou aux situations géopolitiques. Malgré tout, on voit bien que le rôle de la Banque centrale européenne, c'est effectivement pas simplement de lutter contre l'inflation, c'est aussi d'éviter évidemment la stagnation séculaire, c'est d'accompagner la croissance économique dans le sens d'une inflation qui est le témoin de quelque chose. Alors, aux États-Unis, ça peut être le témoin d'une surchauffe. En Europe, l'inflation est peut-être le témoin de la nécessité d'une politique industrielle, de choses beaucoup plus profondes. Et on voit bien que la stabilité des prix ici, c'est petit 1, ça s'inscrit dans le cadre de la mondialisation financière. Là, on doit absolument mobiliser Killand et Prescott, la politique de la règle, le fameux « rules rather than discretion », désolé pour l'accent, qui montre que finalement, la stabilité des prix, c'est aussi donner un gage aux acteurs qui sont des acteurs aujourd'hui rationnels, qui anticipent de façon à ce qu'on puisse anticiper à la fois ses investissements, sa consommation. Donc évidemment que c'est la question de la stabilité est centrale. Et là encore, la règle de Taylor peut être intéressante à mobiliser. Donc on voit bien là aussi qu'il y a beaucoup de références. Et encore une fois, alors je reviens dessus parce que c'est systématique. Il faut se poser la question de l'histoire quand on a une orientation du sujet qui est plutôt économique. Là, comment est-ce qu'on le contextualise et même dès l'introduction, quelle est la contextualisation? Est-ce que, quel type d'exemple mobiliser d'un point de vue historique sur un sujet comme ça? Alors, il faut bien, dans un premier temps, considérer, en fait, au brouillon, il faut simplement se dire pourquoi l'inflation. Donc, voir dans l'histoire économique en quoi l'inflation a pu être un problème et en quoi l'action des banques centrales est majeure pour justement stabiliser les prix. Donc ça, c'est une première chose et c'est un travail très important à faire au brouillon. Ensuite, deuxième chose, on va montrer que derrière l'inflation, il y a autre chose. Et qu'à travers l'inflation, par exemple pour nous, Européens, la maîtrise de l'inflation, c'est aussi la garantie d'une convergence de nos économies à travers les prix. C'est une stabilité de l'euro. C'est la fameuse constitution de la zone monétaire optimale. Donc historiquement, là, on va être contraint aussi, et c'est heureux, de mobiliser l'exemple européen pour montrer justement cette nécessaire convergence des prix. On va aussi, évidemment, dans l'histoire, mobiliser des périodes qui sont importantes, qui sont celles des années 70, qui rappellent un petit peu la période qu'on vit aujourd'hui. Et puis, la période de grande déflation qui est liée à ce qu'on appelle la grande modération depuis les années 2000, avec l'émergence de la Chine et de l'Inde sur les marchés internationaux, avec donc cette grande modération salariale, comme le dit Freeman, qui montre que, Freeman en 2005, qui nous dit que finalement, l'arrivée de la Chine et de l'Inde ont fait que les salaires aujourd'hui sont très modérés, que l'inflation pourrait disparaître. Donc, toutes ces expériences historiques vont nous permettre de justifier en fait l'action de la Banque centrale, des banques centrales, et de la Banque centrale européenne en particulier, pour montrer que, on a eu une régulation inflation-chômage, courbe de Phillips évidemment. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'idée de fixer un cap pour rassurer les marchés, pour rassurer les acteurs économiques et pour essayer d'avoir des garanties sur notre stabilité macroéconomique. Voilà, de façon très globale, mais
évidemment qu'il faut, il faut emprunter à l'histoire de façon assez importante. Donc on voit bien qu'historiquement, on a des exemples à mobiliser. Évidemment, ça n'enlève pas que la période plus contemporaine et le changement de paradigme avec la politique du quantitative easing aussi pourrait être mobilisé, avec ce changement, avec la fin de cette stabilité incessante des prix, au contraire la volonté de refaire repartir l'inflation, aurait pu être aussi mobilisé. Donc si on résume, finalement, on a 5 sujets, étant donné qu'il y en a 2 à Ecricom, que tous ces sujets auraient pu être dialectisés et qu'il ne fallait pas se dire que il fallait forcément avoir le plan historique pour le premier sujet Ecricom, qu'il fallait avoir forcément tel plan dialectique pour tel sujet, mais qu'il y avait beaucoup de pistes et que la difficulté cette année des sujets, et c'est peut-être un apprentissage pour les futurs étudiants, ça portait notamment sur l'analyse et le travail au brouillon. Et c'est un peu le point commun qu'on retrouve de manière générale sur les sujets de SH, mais cette année encore plus. Et ça nécessite quel type de préparation? Si tu avais un conseil à donner pour les futures années, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces concours et de ce lot de sujets? Alors, l'évolution, elle est effectivement marquante. Les concepteurs veulent aujourd'hui absolument éviter le listing d'auteurs. Et c'est vrai que c'est une facilité de tomber dans le listing d'auteurs quand on a une bonne mémoire, notamment. Et ces sujets sont la preuve que l'analyse prime, surtout. Ça veut dire qu'en matière de méthode de travail, il faut travailler le cours avec toujours en tête une perspective de sujet. Se dire pourquoi on me pose ce sujet-là, quel type de sujet peut-on me poser sur cette thématique-là, ou comment mobiliser mes connaissances au service du sujet qu'on va avoir. Donc là, c'est travailler l'argumentation, évidemment, et non plus Alors c'est vrai que j'en vois beaucoup qui se rassurent quelque part en accumulant des connaissances historiques, d'auteurs, etc. Mais il faut bien savoir à quoi ça va servir. Et là, ces sujets sont la preuve de l'utilité en fait des cours, mais des questionnements autour des cours et aussi de la qualité du fichage de ses propres cours. Voilà. Super. Est-ce que tu auras un dernier mot peut-être pour les deuxièmes années qui sont en train de stresser pour leurs écrits et qui ont des doutes sur leurs prestations en ESH? Alors, un mot d'encouragement, c'est de dire que l'avantage de ces sujets, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas un seul plan, notamment sur des sujets comme la décroissance, pour ceux qui sont ambitieux pour HEC par exemple. Et finalement, s'ils ont bien travaillé au brouillon, s'ils ont bien mobilisé l'ensemble des 2 années, alors ils peuvent être optimistes à partir du moment où ils ont bien construit une réponse, j'allais dire, cohérente, avec un vrai axe de réflexion. C'est la part belle, en fait, à ceux qui réfléchissent, plus qu'à ceux qui ont ingurgité. Voilà. Bon, c'est un message d'espoir pour les deuxièmes années. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc. Pas de problème. Cela, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien. Merci à toi, Samir.